J'investis aussi une partie de mon temps dans l'action politique, notamment au niveau de l'Alliance des forces de progrès, où je suis membre du bureau politique, mais aussi je dirige ce qu'on peut appeler communément l'école du parti, c'est-à-dire le centre de formation et de documentation de ce parti. Je rappelle qu'effectivement, il n'est pas étonnant que le Sénégal recèle de ces ressources-là parce que les 3/4 de notre pays sont constitués par le bassin sédimentaire sénégalo-mauritanien qui effectivement est riche en minerais, pratiquement de toutes sortes, mais aussi de ces minerais-là, des ressources qui concernent le pétrole et le gaz. Il y a un temps d'arrêt à observer concernant son exploitation. La mer du Sénégal est effectivement riche en nutriments provenant de l'upwelling et nous savons donc de la Mauritanie jusqu'en Sierra Leone, on est dans un océan qui est extrêmement productif et qui, bon an mal an, nous fait avoir des recettes d'environ 500 millions d'euros. Et ceci est conséquent. La mer fait vivre aussi dans tout ce secteur près de 600 000 personnes. Des pêcheurs, mais aussi toutes les activités professionnelles qui tournent autour de la pêche. Et lorsque le pétrole sera exploité, il y a des risques parce que, quels que soient les niveaux de technologie utilisés, il y a quand même des risques parce qu'il faut aller chercher la ressource sous des centaines de mètres, voire des milliers de mètres de profondeur. Il y a des techniques particulières que l'on doit utiliser, des sondes. On doit aussi creuser la roche et cela nécessite effectivement l'utilisation de produits qui vont permettre à la sonde de se lubrifier, mais aussi d'aller chercher le pétrole, de le liquéfier avant de le faire remonter en surface dans des zones de stockage. Les risques sont liés par exemple au jaillissement. Il y a des zones dans les poches qui contiennent le pétrole, des zones de très forte pression. Et les risques de jaillissement ne sont pas donc des constructions de l'esprit. Les côtes américaines ont connu ce type d'accident. Récemment, les côtes égyptiennes en ont connu récemment en 2004. C'est un risque majeur pour les côtes. Il faudrait, à mon sens, qu'on réfléchisse à une évaluation environnementale stratégique. Je sais qu'une étude d'impact environnemental a été réalisée, un plan de gestion environnementale et sociale aussi proposé, mais ce sont des outils qui doivent être régulièrement renouvelés, régulièrement mis à jour, parce que tout simplement, les blocs peuvent ne pas présenter les mêmes faciès. Il y a ces questions donc, qui sont extrêmement importantes parce que pour extraire un baril de pétrole, c'est-à-dire 159 litres de pétrole, il faut au moins aussi séparer de ce pétrole au moins 3 barils, voire 10 barils. Or, rien ne nous dit que ce pétrole est attesté et sûr d'être un pétrole de bonne qualité. Nous le disons parce que nous savons que la Mauritanie, avec le puits de Tchinguetti en 2006-2007, est vite revenue à la réalité du pétrole qui est extrêmement complexe. Prions que le pétrole et le gaz soient de qualité qui puissent permettre au Sénégal de tirer un véritable parti de ces ressources-là. Donc, à mon sens, il y a un travail à faire, à voir comment créer ce que les anglo-saxons appellent des no-go zones qui permettent aux poissons d'avoir des coins à eux, les poissons, les crustacés, les céphalopodes, pour se reproduire, pour élever leurs juvéniles, afin que nos zones restent encore poissonneuses. Donc, il y a un débat, il y a une réflexion à mener, à faire. Et je crois que
économie devrait être faite de ce débat qui est politique, qui est même politicien, pour nous tourner vers l'essentiel. Parce que dans cette matière, le Sénégal n'est pas seul. On produit des ressources fossiles du Golfe Persique au Nigeria, du Venezuela au Canada, et il y a énormément de zones qui présentent beaucoup de perspectives. Il faut que le Sénégal demeure et reste un pays sûr, un pays souple, un pays qui attire l'investissement. Le Sénégal est engagé sous le président Macky Sall sur des réformes majeures. L'acte 3 de la décentralisation est une réforme qui va permettre de changer l'architecture territoriale du pays, mais aussi de permettre aux territoires les plus reculés de retrouver un peu une certaine dignité, un niveau d'équipement, mais aussi une productivité à même de générer de l'emploi pour les populations locales. Il s'agit donc de travailler à équilibrer les territoires de la côte, de mieux doter en infrastructure et en équipement les territoires de l'intérieur, mais aussi de créer les conditions de leur attractivité. Je crois que l'État est en train de faire de grands projets et de grandes avancées à ce niveau-là. Et à ce titre, rien que cette année, les fonds de dotation concernant la décentralisation ont été substantiellement augmentés, ce qui va nous mener tranquillement vers l'application de la phase 2 de l'acte 3 et donc vers une concrétisation de l'émergence des territoires. Nous sommes dans une phase de renouvellement des structures qui, sous la houlette du président Moustapha Niasse, qui, je le souhaite, va rester encore avec nous, va rajeunir ses cadres, va revivifier le parti, va le massifier pour nous préparer pour les élections à venir, les locales, dans le cadre de Benno Bokk Yakaar notamment, mais aussi pour nous préparer pour l'élection présidentielle de 2024. Je me félicite de cette émission Scène Quinzaine, une émission que je salue, et j'espère que vous aurez dans la durée à proposer au peuple sénégalais de nouveaux visages, de nouvelles idées pour que émergent en fait d'autres modes de pensée et des citoyens qui peuvent apporter quelque chose à leur nation. Ce pays a été généreusement doté par la nature. Donc j'appelle, et c'est un appel à l'endroit de tous les Sénégalais, de tous les citoyens, pour que l'on converge tous ensemble vers l'essentiel, pour la stabilité de notre pays, mais aussi pour sa prospérité.